refaire la même chose. Donc on peut essayer de lever des options qui nous permettent d'avoir des solutions qui soient durables et pérennes et qui garantissent à ce pays un avenir radieux en termes de démocratie, du respect des droits de l'homme et de la continuité de l'État. Parce qu'il faut reconnaître que bien que les réalisations et les performances de ce gouvernement sont assez faibles, mais il y a quand même des choses qui méritent d'être continuées. Et il faut avoir aussi une vision globale de la gestion d'un État. Donc, dans ce cadre-là, on devrait discuter sur toutes ces questions. Ne pas se limiter à la passation de pouvoir, parce que c'est très réducteur, hein, au-delà de là que je m'y mette. Mais il faut avoir un projet de gouvernance et d'alternance qui soit viable et cohérent. Mais alors quelle est votre réaction du fait que l'Union européenne soit disons, formelle quant à la tenue de ce dialogue? Mais je pense que nous devons passer par là parce que, écoutez, on nous a annoncé qu'on allait réviser la Constitution par référendum, ça ne vient toujours pas. On nous a annoncé un gouvernement d'union nationale qui n'est pas arrivé. On nous annonce des élections l'année prochaine qui sont très peu probables, mais nous avançons. Donc je veux dire que le pays est bloqué, a donné même l'impression qu'il est ingouverné. La seule possibilité de décanter la situation, c'est le dialogue. Nous sommes l'un des rares pays qui portent l'adjectif démocratique ici en Afrique, République démocratique du Congo, et la démocratie. Je crois qu'un des indicateurs les plus probants de la démocratie, c'est le fait que les gens sont amenés à dialoguer et trouver le consensus. Donc ici, si l'Union européenne le dit, c'est parce que la seule voie par laquelle on peut garantir la paix et la stabilité nationale, c'est le dialogue. Et il faut que les gens continuent à discuter jusqu'à trouver un compromis. Alors, Palou a fêté ses 50 ans. En fait, il fait une série d'activités pour ses 50 ans. D'abord, que pensez-vous de ce parti qui est quand même la plus âgée de partis en Afrique? Mais écoutez, c'est un parti que nous respectons, c'est un parti de la majorité, c'est un parti que nous respectons, qui a certainement un passif et un actif. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à ce parti, comme on peut reprocher à n'importe quel parti, y compris le nôtre. Je n'ai pas d'appréciation particulière à part le respect, donc nous respectons beaucoup le Palou, nous respectons tous les partis parce que nous sommes un parti républicain, donc nous avons une relation respectueuse. Maintenant, nous ne pensons peut-être pas de la même manière, nous n'avons peut-être pas la même approche sur beaucoup de questions, notamment les questions économiques, les questions de gouvernance, mais qu'à cela ne tienne, c'est la démocratie. Et bon, voilà, quoi, nous n'avons pas trop de problèmes et nous n'avons jamais de problème avec le Palou particulièrement. Mais alors, quand je dis malgré ce qui se passe, c'est-à-dire à la veille de révision constitutionnelle de différents pays d'Afrique, le Palou propose une adoption d'une nouvelle constitution. Qu'en pensez-vous? Écoutez, j'aimerais, si vous me donnez 2-3 minutes, vous expliquer ce que je pense de cette question. Allez-y. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est ce que j'appellerais la mesure de la décision politique. Et le deuxième aspect, c'est un projet, ça concerne le projet alternatif cohérent de gouvernance. Alors, concernant le premier aspect, ce qu'il est bon à retenir, c'est que le chef de l'État, le président Joseph Kabila, devrait se poser des questions légitimes. Peut-être que M. Kamparé ne s'est pas posé ces questions-là, de savoir quelles sont les vraies motivations, quelles sont les motivations réelles des personnes qui le pousseraient, je dis bien qui le pousseraient, à modifier soit la Constitution pour obtenir un autre mandat ou à prolonger son mandat. Est-ce que ce sont cela parce mais que oui, mais il est très poussé. Hein. Vous avez des déclarations de M. Mende, des déclarations de M. Bochav, des déclarations de M. Machal. Là, il y a beaucoup de déclarations qui vont dans le sens. Déclaration de sa part. Hein. Oui, je parle des personnes qui sont autour de lui. C'est pour ça que je parle de la mesure de la décision politique. Il sera le dernier à prendre cette décision, mais il devrait se questionner avant de la prendre, de savoir quelles sont les motivations réelles de ces personnes. Est-ce que ces personnes le poussent vers ce que moi j'appellerais faute pour des intérêts personnels et égoïstes? Est-ce que c'est par rapport à leur confort qu'elles le font, ou ces personnes veulent absolument le font parce qu'elles pensent que c'est une personne providentielle et que sans cette personne, donc sans le président de la République, le pays ne peut pas fonctionner? Au regard du parcours de ces différentes personnes, le pays a toujours fonctionné, le pays fonctionnera. Donc il lui appartiendra d'analyser froidement cette question et de tirer les conséquences. Maintenant, du côté de l'opposition, vous savez, je vais vous rappeler quelque chose de très simple. Parlons des années d'indépendance. Nous avions un focus sur l'indépendance, mais nous n'avions pas un projet de gouvernance. Pourquoi? Parce que notre focus était très réducteur de dire que les Belges devaient partir, les Belges sont partis, et après ça, nous sommes tombés dans le chaos. Le président Mobutu est venu, il a récupéré le pouvoir pendant 32 ans. Nous avions le même focus à l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila. Personne ne voulait rien entendre. À l'époque, pour être politicien, il suffisait d'insulter Mobutu. Donc, le problème, c'était Mobutu. Mobutu devait partir malgré tout. Si Mobutu part, nous avons la solution. Mobutu est parti, Laurent Désiré Kabila est arrivé. La solution n'est jamais arrivée.
confiscation de la démocratie, on avait interdit tous les partis, ainsi de suite. Alors je ne veux pas qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit opportun d'aujourd'hui d'organiser la vie politique autour de l'article 220. Parce que même si M. Kabila partit aujourd'hui et qu'il est remplacé par exemple par M. Mende, nous ne serons pas sortis d'affaire. Il faut aller au-delà d'un combat de haute foi, de là que je m'y mette, pour présenter une vraie alternative de gouvernance. Et je crois que le problème qu'il y a au Burkina Faso, c'est celui-là. Il fallait que Kampaoré parte. Mais en parlant d'une nouvelle adoption de la Constitution que fait allusion Palou, pensez-vous de la même manière que nous devrions adopter une nouvelle Constitution? Nous ne le pensons pas, nous n'avons pas besoin d'adopter une nouvelle Constitution. Et pour quelle raison le ferions-nous? Dites-moi, est-ce que vous avez une raison? Est-ce qu'il y a une raison probante? Nous avons une Constitution pour laquelle toutes les parties se sont mis d'accord, y compris le président de la République qui a garanti et qui a juré de ne jamais la violer. Je crois que le Palou était partie prenante. Ce n'est pas à 2 ans d'une mandature ou d'un mandat ou la fin d'une mandature qu'on va changer de constitution. Pour quelle raison? Mais quelque part, on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Non, les choses de l'État ne se gèrent pas comme ça. Vous savez, il ne faut pas qu'il y ait une fracture. Il y a déjà une grosse fracture sociale, il ne faut pas l'agrandir. Il y a une fracture sociale entre une population qui souffre, qui depuis 17 ans, c'est-à-dire depuis l'arrivée de l'AFDL, depuis 97 jusqu'à aujourd'hui, n'a pas trouvé des réponses aux questions posées qui sont fondamentales, celles de la santé, de l'électricité, du pouvoir d'achat, ainsi de suite. Donc vous avez plus de on est à 70 millions, on va dire, vous avez plus de 50 millions qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et vous avez une classe politique qui veut utiliser la Constitution comme un jouet, simplement parce qu'on veut se maintenir au pouvoir. Non, ce sont des choses de l'État, il s'agit du destin national, et je pense que ça doit être traité avec une certaine rigueur. Il est inopportun de changer de constitution en 2015. Pourquoi faire? Nous devons préserver la paix sociale parce que nous avons devant nous un long chemin à faire. Nous devons être le guide, le leader en matière de démocratie parce que nous sommes la République démocratique, la seule qui soit démocratique en Afrique. Et la démocratie, ce n'est pas à n'importe quel moment qu'on a une majorité, modifier les règles du jeu parce qu'on veut y rester. Alors, que pensez-vous de l'initiative de votre collègue de l'opposition qui a quand même voulu avoir 200 clauses, c'est-à-dire inviter Bouchab et Njoli pour discuter autour de la Constitution, donner les motivations nécessaires pour cette éventuelle révision? Bon, l'initiative n'était pas mauvaise, c'est une bonne initiative, mais moi j'aimerais attirer l'attention sur un fait. Le débat sur la révision de la Constitution peut être abordé de 2 manières. Ça veut dire sur le plan purement juridique, et vous connaissez les contradictions qui existent en droit, on n'en finira jamais, et sur un plan purement politique. Moi, je suis très à l'aise lorsque j'en discute sur un plan politique. Parce que sur le plan politique, on parlera de l'opportunité, sur le plan politique, on parlera des différentes choses qui peuvent faire en sorte que qui peuvent expliquer que ce n'est pas inopportun, de la temporalité, on va parler de l'éthique, on va parler de la morale, on va parler des motivations, ainsi de suite. Donc, en ce qui concerne le débat juridique, le professeur Njoli s'est très très bien défendu. J'ai même suivi sur une chaîne de télévision que M. Bochab n'a pas réussi à convaincre les différents... Bochab? Oui, le professeur. Vous parlez du professeur Njoli. Oui, excusez-moi. Le professeur Bochab, c'est vraiment un lapsus. Le professeur Bochab n'a pas réussi à convaincre les différents étudiants qui étaient là par rapport à la question. Et il me semble... Non, je ne le dis pas, mais apparemment dans cette thèse, il a l'air d'être seul. Même les gens de la majorité ne le suivent pas beaucoup. Je veux dire, il fait la promotion de son livre. Il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait défendables dans le livre, mais il y a vraiment une question de fond, c'est de savoir si c'est vraiment le moment. Et je crois que c'est par rapport à cela que ça blesse, c'est par rapport à cela qu'il y a un grand débat. Que le professeur Bochab fasse la promotion de son livre, puisqu'il s'est exprimé de manière scientifique, pourquoi, de l'autre côté, l'opposition ne s'exprimerait pas de la même manière pour répondre aux allégations? Mais c'est ce que le professeur Njoli, c'est ce que le professeur Njoli a fait, il l'a fait brillamment. Mais comme je vous le dis, on ne résout pas les problèmes d'un pays de manière scientifique. On ne se base pas que sur la science. Je parle du livre du professeur Bochab qu'il a mis sur le marché pour donner les motivations nécessaires quant à cette révision constitutionnelle. Pourquoi, de l'autre côté, l'opposition, au lieu de parler, au lieu de réagir par la parole, pourquoi ne pas proposer un autre livre qui va en contradiction avec... Mais le temps de le rédiger, peut-être qu'il sera fini en 2015-2016, les gens n'auront pas le temps de le lire. Donc du moment que lui, il a pris son temps pour le lire, nous avons droit à la critique, nous critiquons ce que lui, il a écrit, le professeur Mbata l'a fait, le professeur Njoli l'a fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne résout pas les problèmes d'un pays de manière absolument scientifique. Il y a des questions qui peuvent être débattues sur le plan scientifique, mais il y a aussi des volets, le volet éthique, le volet moral, le volet politique. Et nous, MLC, nous disons, oui, le débat scientifique peut continuer, mais par rapport à la temporalité,
majorité, nous disons que éthiquement, du point de vue moral, du point de vue opportunité, il y a des questions qui n'ont pas encore été élaguées, qui n'ont pas encore trouvé des réponses au niveau de la majorité, des questions tout à fait banales, hein, ici à Kinshasa, des questions socio-économiques, et nous appelons, nous invitons la majorité à résoudre d'abord ces problèmes-là, au lieu de s'attaquer à un problème qui peut être discuté beaucoup plus tard. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'honorable Wemba est dans son rôle? Vous ne trouvez pas qu'il est jugé parti pour prendre des initiatives pareilles? C'est plutôt réservé à la société civile? Non, jugé parti, je ne pense pas. Il a été tout à fait neutre. Hein. J'ai essayé de suivre ça de loin. Je pense que nous sommes dans une société où nous devons promouvoir le consensus, le débat libre. Le fait qu'il ait invité le professeur Njoli et qu'il ait invité le professeur Bochard montre à quel point il y a un intérêt. Il n'y a pas de parti pris par rapport à cette question d'intérêt national. Donc, je veux dire, c'est un citoyen comme tout autre et il a le droit à ce type d'initiative qui finalement enrichissent le débat. Donc, je ne vois pas comment on pourrait le condamner pour ça. Mais alors, en parlant de projet de gouvernance, ce que vous avez fait allusion tout à l'heure, on va dire comme ça que l'opposition n'a pas de projet de gouvernance parce que déjà, à l'observer, elle ne donne aucune proposition en matière de gouvernance. Non, je ne parlerai pas. Social, politique, etc. Je demanderai une faveur que vous ne parliez pas. Je ne vais pas parler de l'opposition, je parlais du MLC. Nous avons un projet de gouvernance. Vous faites partie de l'opposition? Oui, nous avons un projet de gouvernance et nous appelons nos autres amis de l'opposition à en avoir un. Parce que passer à la télévision et expliquer que M. Kabila doit partir, on doit respecter la Constitution, ça, ce n'est pas un projet de gouvernance. Il y a beaucoup d'opposants que vous voyez, nos amis opposants, qui aujourd'hui ne connaissent même pas le cours du cuivre. Vous ne pouvez pas prétendre gérer ce pays sans avoir des projections de comment, lorsque vous arrivez aux affaires, vous allez le gérer, comment est-ce que vous allez conduire et apporter des solutions. Donc, au-delà de là que je m'y mette, c'est très facile. Je vous ai dit on peut avoir une idée de vos projets de société sur le plan politique, une idée juste mais écoutez, de manière volatile. Écoutez, le plus gros problème que nous avons actuellement, c'est au niveau de la captation des recettes, ça veut dire le budget national. Il doit y avoir plus de transparence, plus de stratégie, et on doit améliorer le budget national, notamment les postes concernant le paiement on va dire l'éducation nationale. Les postes concernant la santé sont des postes pour lesquels le budget devrait augmenter de 4 à 5 à 6%. Pour votre information, nous avons plus ou moins 60% pour les institutions et nous avons 1% pour l'éducation nationale. Donc si on doit aller dans des chiffres, nous au MLC, on aimerait bien qu'on atteigne la barre de 5, 6, 7% pour améliorer la qualité de l'enseignement et permettre aux générations futures qui sont aujourd'hui jeunes de bien gérer ce pays par la suite. Donc ce que nous disons, c'est qu'il faut ventiler le budget autrement, capter un maximum de recettes et réorienter finalement le budget national de telle sorte que nous atteignions vraiment les priorités et diminuer le train de vie de l'État, dont notamment de la présidence de la République, des différentes assemblées, pour atteindre les équilibres. D'accord. On va parler de Béni. Vous avez une idée de ce qui se passe à Béni? Oui, j'ai ouï dire que le président de la République, c'est une bonne chose, se serait rendu à Béni pour réconforter les populations et s'enquérir lui-même de la situation en tant que commandant des armées. C'est vraiment quelque chose qui est très bien, que le président soit allé, mais bon, juste après qu'il soit parti... Les massacres continuent. Et pour moi, c'est un défi. Il y a eu deux choses qui m'ont frappé. J'ai lu hier que les jeunes de Béni étaient en colère, ils ont même cassé la statue du chef de l'État, ils auraient brûlé un ADF Lalo, ils l'auraient mangé. Ils auraient acheté des chikweng, ils l'auraient mangé. Il y a même le maire qui a fait un témoignage par rapport à cela. Donc c'est vraiment un état de colère extrême. Mais Richard Mouyej, qui est le ministre de l'Intérieur, pense aussi qu'il y a des complices dans l'armée comme dans la police dans cette histoire, dans cette affaire. C'est tout à fait possible. Je pense que nous avons... Non, je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Je peux vous dire ce que nous observons. Nous observons que, excusez-moi, jusqu'à preuve du contraire, l'État n'a pas encore réussi à rétablir son autorité dans la partie est du pays. Parce qu'il y a des massacres tous les jours et des viols tous les jours. Donc c'est un travail de longue haleine. En tant que républicains, nous ne pouvons qu'encourager les FARDC à reprendre non seulement les activités, mais à devenir vraiment une force dissuasive. Parce que faire un forfait de cette ampleur après le départ du chef de l'État, c'est un affront. Ça relève de la fierté. La fierté nationale est engagée et j'aimerais que la réponse soit de taille, de telle sorte que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Maintenant, vous expliquez ce qui se passe. Non, je peux vous expliquer ce que nous observons, c'est que la partie Est est toujours en proie à des violences, en proie à des groupes armés incontrôlés et que l'autorité de l'État doit être établie pour que cela cesse. Le MLC le ferait et nous appelons à nos amis de la majorité à le faire aussi. Alors, que pensez-vous actuellement des accusations de Mboussy Nyamwisi à l'endroit de responsables de l'État?
Écoutez, Moussa Niamoui, c'est un citoyen congolais, il s'est exprimé. Je ne sais pas s'il a les preuves de ce qu'il avance. Je ne sais pas si c'est juste des déclarations politiques ou si c'est vraiment un procès qu'il va initier. Donc je ne vais pas trop commenter ce qu'il dit parce que nous n'avons vraiment pas la maîtrise du dossier. Le M23 est parti. Nous croyons à ce moment-là, nous avions cru que c'était fini, mais apparemment, c'est le ADF Néalou qui a repris les activités. On ne sait pas qui ça sera demain. Nous, en tant qu'opposition républicaine, nous savons que les responsables, ceux qui ont la charge d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, c'est l'État, c'est les FARDC. Nous les encourageons et pour ce qui doit être fait, nous exigeons à ce que cela soit fait. Et s'il y a des responsabilités établies, qu'elles soient établies, que les personnes soient sanctionnées. Et alors, pensez-vous que ce chaos serait dû au fait que la MONUSCO manifeste un désintéressement dans ces affaires depuis un certain temps? La MONUSCO est une structure d'appui. Écoutez, la MONUSCO a fait plus de 10 ans dans notre pays. En 10 ans, nous devrions être en mesure d'assumer nous-mêmes nos fonctions régaliennes. On ne peut pas, lorsqu'il y a tuerie au Congo, reprocher à la MONUSCO de ne pas avoir agi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un principe de non-assistance à personne en danger. Ça peut être établi dans certains contextes. Faut-il encore qu'il y ait des preuves? Mais notons qu'ici, la MONUSCO n'est pas notre bouc émissaire. Nous devons nous-mêmes assumer la sécurité de nos frontières. Nous devons nous-mêmes assurer la sécurité de nos populations. Et si cela ne se fait pas, la meilleure des choses à faire, c'est d'abord de voir dans nos rangs ce qu'on peut faire pour améliorer au lieu d'accuser un partenaire qui est venu nous aider. On ne les accuse pas, on constate ce désintéressement qui est vraiment avéré. Est-ce qu'on peut dire comme ça que la MONUSCO pourra finalement faire bien son travail, vu le fait que sa requête auprès du gouvernement, celle de pouvoir revoir sa décision de l'expulsion du dossier Campbell. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, avec cette situation, la MONUSCO pourra effectuer bien son travail? Je ne sais pas, peut-être que je ne pense pas que ces choses-là soient liées. Hein. Je pense que la MONUSCO a un mandat qu'elle doit respecter. Si ce mandat n'est pas respecté, il y a des procédures disciplinaires qui peuvent être enclenchées, qui peuvent être établies pour que il y ait des sanctions dans le rang. Hein. On a vu pour des cas mineurs qu'il y a eu des procédures disciplinaires. Donc moi, je ne vois pas le lien qui existe entre la demande de Monsieur Kobler et le fait qu'il n'y ait pas eu intervention lors des massacres à Beni. C'est vous qui établissez cette corrélation, mais bon, moi je ne vois pas la corrélation. Mais pour autant qu'ils ont été sensibilisés, ils ont pris l'engagement de protéger les civils. Croyons ce qu'ils disent, mais faisons mieux qu'eux, c'est-à-dire protégeons nous-mêmes nos populations parce que nous en avons les moyens. D'accord. D'accord. On va dire comme ça que la situation à Beni va plutôt handicapé ou va peut-être avoir un lien avec la situation à Kinshasa, parce qu'on entendait déjà parler pendant qu'il y avait les M23, on disait que ce qui alimente cette situation, cette rébellion des M23, ce qui tirait les ficelles était à Kinshasa. On va comme ça dire comme ça aussi que la situation de Beni a un lien avec Kinshasa? Écoutez, moi je ne m'avance jamais dans des choses pour lesquelles je n'ai pas des... Ceux qu'on a cités, ceux qui tiraient les ficelles, faisaient partie de l'opposition. Qui par exemple? Donnez-moi un nom si vous avez. On ne saura parce qu'on a vu le drapeau de l'UNC qui a flotté. Écoutez, je ne vais pas... Lorsque le M23 a fait un semblant de prendre la ville de Goma. Vous savez, n'importe qui peut imprimer un drapeau, même celui du PPRD, et lorsque les gens de l'ADF nous arrivent... Pourquoi seulement un drapeau? C'est ce que je dis, n'importe qui peut le faire, imprimer un drapeau. Je ne suis pas défenseur de l'UNC. Je suis ici en ma qualité de secrétaire national pour le compte du MLC, mais ce sont des manœuvres politiciennes, hein, et moi, comme je vous le dis, les choses pour lesquelles je n'ai pas des faits, je n'ai pas de documents, je n'ai pas un dossier d'instruction, je m'en abstiens. Je ne vais pas vous dire qui tire les ficelles parce que personne ne peut l'établir. Il faut qu'il y ait un procès, il faut qu'il y ait des éléments probants et des condamnations pour que nous en arrivions à ce type de conclusion. Donc évitons... les manœuvres peuvent être faites. Les procès d'intention. Oui, mais beaucoup de manœuvres peuvent être faites. C'est plus facile de faire des procès d'intention auprès du pouvoir en place. Ici, quand il y a mort d'homme à Kinshasa, bizarrement, vous retrouvez des cartes d'identité sur les cadavres, et généralement, c'est même pas les personnes. Donc, je veux dire que pour brouiller les pistes, on peut faire beaucoup de choses. Moi, je ne pense pas que ça fasse l'objet d'un débat. S'il y a des faits qui sont avérés, établis, il faut qu'on ouvre un procès et que lors de ce procès, qu'on saura ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Alors, on accuse également, puisque nous parlons du M23, on accuse également le Rwanda et le Burundi de pouvoir abriter les ex-M23, alors que la plupart sont administrés par Kinshasa. Est-ce qu'on peut espérer le retour de M23 à Kinshasa?
Écoutez, le M23 a été désarmé, il y a une loi d'amnistie, donc il y a certains d'entre eux qui ont été amnistiés. Espérer ou ne pas espérer, ce n'est pas la question du MLC. La question du MLC, c'est de savoir est-ce qu'il y a possibilité de trouver un compromis pour que ce pays vive dans la paix. Et